Donc, Richard Jacquet, maire de Pont-de-l'Arche. Serge Leboulch, président de Réciprocité. Xavier Lépine, président de Néo-Proprio, Société des nouveaux propriétaires. Et Katia Meboroda, membre du Conseil national de l'Ordre des architectes. Alors, comme nous sommes tout à fait dans les temps, dans les temps qui doivent nous amener à midi au terme de ces deux tables rondes, quand même, je voudrais vous inviter dans chacune de vos interventions à rester dans un format qui n'excède pas trop la dizaine de minutes, de façon à ce que le temps du débat puisse avoir lieu, avec les personnes ici présentes et avec moi-même, pour que la deuxième table ronde puisse embrayer sur la première aux alentours de 11h moins le quart. Alors, monsieur Richard Jacquet, vous êtes le maire d'une ville qui, en 2015, d'après Wikipédia, que j'ai regardé hier, comptait 4166 habitants et qui se trouve classée dans la catégorie des communes rurales, tout en étant dans l'orbite de la métropole de Rouen. Est-ce que vous avez trouvé, dans le projet, dans la dynamique de la coopérative de Genève, un écho à vos propres pratiques, ou sinon quels nouveaux usages voyez-vous se développer dans le domaine de l'habitat dans votre commune ? Merci, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Pont-de-l'Arche, alors pour vous situer, est une commune de Normandie, dans le département de l'Eure, à la confluence de l'Eure et de la Seine. On est entre Rouen et à proximité de la grande métropole de Rouen-Normandie et la route de Louviers, pour ceux qui connaissent la chanson. Voilà, pour vous situer un peu dans quel cadre on se situe. Effectivement, commune rurale, puisque voilà, environ 4200 habitants, malgré tout on va dire un gros bourg, chef-lieu de canton, avec un certain nombre de services, et puis une attractivité due aussi à son positionnement géographique, proximité de l'autoroute, le long de l'axe Seine, proximité de grandes gares qui permettent de desservir le territoire. Et donc, ça lui confère une attractivité particulière. Et depuis, au bout du compte, un peu plus de 1000 ans, puisque Pont-de-l'Arche s'est bâti déjà parce qu'il y avait un certain nombre de grands axes de communication. Et pour vous faire une présentation très succincte de la commune, au bout du compte, fait environ 10 km² et les 2 tiers de la commune, c'est de la forêt. C'est la forêt domaniale et la ville est au bout du compte coincée, je dirais, mais c'est pas une problématique, c'est plutôt un atout pour nous, coincée entre la forêt domaniale de bord et la rivière, l'Eure, avec la Seine juste à la confluence. C'est juste pour vous dire qu'en fait, on a une commune qui ne peut plus s'étendre. Depuis une quinzaine d'années, puisque ça fait à peu près 15 ans que je suis maire de la commune, on cherche des solutions pour construire, pour satisfaire aux besoins des habitants, sans s'étendre. Parce que, comme je le disais, et comme je le dis souvent, soit à Pont-de-l'Arche on construit dans les arbres, soit on construit sur pilotis, mais voilà, on ne peut plus s'étendre. Donc il faut qu'on trouve des solutions au bout du compte, à Pont-de-l'Arche, le ZAN nous fait beaucoup moins peur que dans un certain nombre de territoires, puisqu'au bout du compte, on explore déjà les questions liées au zéro artificialisation nette depuis un certain nombre d'années sur la commune.
Mais il faut satisfaire, effectivement, je le disais, aux besoins des habitants. On a des ménages de plus en plus petits, un besoin de desserrement du coup de la population qui est important. Il faut qu'on puisse satisfaire, il faut qu'on puisse veiller au parcours résidentiel. Comment on peut habiter à tous les âges de la vie selon ses besoins, selon ses attentes, continuer à favoriser la mixité dans la population. Un territoire au bout du compte qui ne peut plus construire, qui n'a plus de terrain, c'est une commune où au bout du compte le peu de mètres carrés est cher et les biens anciens sont également chers, et donc ça rend difficile l'accès à la commune à des jeunes ménages, et parfois on les voit partir sur des territoires encore plus ruraux, avec toutes les problématiques que ça va poser. Et si on parle de sobriété, vous en parlerez tout à l'heure, on cherche aussi à limiter les transports. Et quand on part avec une famille et des enfants s'exiler s'exiler, c'est un bien grand mot, mais en tout cas partir loin des services, on s'oblige aussi à beaucoup plus de transport pour les écoles, pour les activités sportives, culturelles, etc. Et pour nous, en tout cas, c'est aussi un vieillissement de la population, donc on cherche à avoir ce renouvellement de la population. Donc, ce que nous a expliqué Monsieur Bellucci, même si c'était un peu haché, effectivement, ça sonne favorablement à notre oreille, parce que on cherche justement à avoir le beau, l'efficace, des programmes avec une haute qualité environnementale, et donc on doit le faire tout ça dans un espace particulièrement contraint. Donc on connaît bien le reconstruire la ville sur la ville. On en parle souvent. Alors pour le coup, chez nous, on le met en application avec un certain nombre de programmes. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué que de s'étendre, j'ai envie de dire, sur des terres agricoles pour construire, parce qu'au bout du compte, on a une terre vierge, on arrive, on construit. Au bout du compte, c'est moins compliqué. Ce qu'on recherche, nous, sur la commune, vu qu'on ne peut pas s'étendre, c'est effectivement de reconstruire la ville sur la ville, donc de chercher des espaces mutables et de les organiser pour permettre de satisfaire, comme je le disais, notamment aux besoins d'habitat sur le territoire. On l'a fait à plusieurs reprises, des micro-opérations parfois. Une des dernières opérations qui a été faite nous a permis notamment de créer des logements en accession sociale à la propriété, ce qui répond à l'enjeu de mixité, tout en ayant un cahier des charges élevé en termes de qualité urbaine, de qualité paysagère, de qualité énergétique sur les logements. Mais tout en essayant de ne pas dépasser un certain prix pour que des primo-accédants puissent justement intégrer ce type de logement. On le fait aussi, on cherche aussi des solutions pour... je parlais tout à l'heure de favoriser le parcours résidentiel. On sait que si on n'a plus d'espace pour construire, il faut aussi qu'on assure une rotation du parc ancien. Et pour assurer une rotation du parc ancien, si on permet à un certain nombre de seniors de vivre autrement, ce qu'ils nous réclament d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire on ne veut plus forcément avoir notre grande maison qui est devenue beaucoup trop grande par ailleurs. On a besoin de moins d'espace de jardin parce que on n'a plus forcément envie d'entretenir la cour, etc. On a envie de se rapprocher des services, des commerces de proximité, du médecin, de la médiathèque, qui est un très beau projet d'ailleurs qui concourt aujourd'hui dans le prix, et je vous invite évidemment à voter pour le projet de Pont de l'Arche. Au passage, je fais un petit peu de publicité. Donc on cherche des solutions pour rapprocher les seniors justement de ces services, et si on rapproche les seniors de ces services, ils libèrent un certain nombre de biens privés qui seront du coup accessibles aussi à des familles
pour venir s'installer. On le fait avec une résidence autonomie que la ville et le CCAS ont racheté en 2018, avec une réhabilitation importante en cours, 7 millions d'euros. À l'échelle d'une commune de 4200 habitants, je peux vous assurer que c'est pas simple, mais une réhabilitation entière, mise aux normes évidemment, et notamment d'accessibilité, isolation, alors pas par l'extérieur, on ne pouvait pas, mais par l'intérieur. On travaille avec des professionnels sur l'ergonomie pour pouvoir doter les seniors de logements parfaitement adaptés. On le fera prochainement peut-être avec une opération vraiment là en cœur de ville, avec une friche industrielle et où il y a un projet de résidence senior. J'entendais parler notre collègue Bellucci d'autopartage. On cherche aussi des solutions dans ce domaine-là, parce qu'on sait que si on fait plus d'autopartage, eh ben on a besoin de moins de parking XXL, et ça nous permet justement de gagner en surface. Et puis un troisième axe sur lequel on travaille justement pour permettre de recréer du logement sans s'étendre, c'est de lutter contre la vacance de logement. Parce qu'au bout du compte, on s'aperçoit que dans nos territoires, dans nos communes, on a beaucoup de logements vacants, notamment dans des cœurs de ville. C'est le cas chez nous avec un certain nombre de commerces au bout du compte et des logements sur les étages qui ne sont pas utilisés. Parce que souvent, ils n'ont qu'un seul accès par le commerce. Donc on cherche des solutions avec les propriétaires de ces immeubles pour pouvoir remettre des logements à disposition au-dessus des commerces. On va le faire très prochainement. La ville a préempté sur un immeuble en plein cœur de ville qu'on fera racheter par une foncière qui a été créée par la région Normandie, qui a pour objet de capter des commerces vacants et remettre en place du commerce de proximité sur ces espaces. Donc on achète là actuellement l'immeuble. On a lancé un appel à projet pour trouver un libraire, voilà, et un libraire va venir s'installer. Et en même temps, on crée une entrée séparée pour pouvoir créer du logement sur les étages, parce qu'il faut absolument qu'on remette aussi au bout du compte tous ces espaces, tous ces mètres carrés qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas occupés. Il faut qu'on les remette. Donc en fait, on a plein de solutions. Si on cherche un petit peu, on a plein de solutions pour éviter de s'étendre et de massacrer nos paysages. Je notais la présence de Madame Le Fur qui intervenait tout à l'heure, qui disait qu'elle était là aussi au titre des paysages, et c'est important de préserver nos paysages parce que c'est ce qui fait aussi la qualité de nos espaces de vie. Donc il faut qu'on y soit très très vigilant, et donc voilà, de trouver toutes les solutions possibles pour arriver à favoriser un habitat de qualité sans pour autant continuer à s'étendre. Voilà, c'est quelques mots. Merci infiniment, c'était extrêmement riche, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je suis sûr que vous avez inspiré les questions que vont nous poser les étudiants notamment, que j'invite à bien capitaliser leurs questions pour la fin, puisqu'il y a encore, pour la partie débat, disons, qui suivra les interventions. Alors, vous avez dit notamment, monsieur le maire, que l'un de vos objectifs, c'était de permettre aux seniors de vivre autrement. Précisément, c'est ce thème-là que va approfondir Serge Le Boulch, le président de Réciprocité, qui est un organisme spécialisé dans l'habitat intergénérationnel avec des réalisations dans toutes les régions de France, comme vous allez nous le raconter, monsieur Le Boulch. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais prendre ce mon temps de parole pour
réintroduire les propos de Mauro Bellucci et de la Coda, parce que c'était quand même pas très très clair ce qu'on a entendu. J'ai eu la chance d'aller visiter des réalisations de la Coda sur Genève. C'est absolument exemplaire, donc je vous conseille vraiment de regarder sur Internet le site de la Coda. Je pense aux plus jeunes, mais en fait ça intéresse tout le monde. Et ce sujet de la coopérative d'habitants qui existe depuis 25 ans et qui fait un travail absolument remarquable en permettant du logement abordable en centre-ville et en centre-ville de Genève, qui n'est pas la ville la moins chère d'Europe. Donc voilà, un petit mot pour Mauro et une petite salutation amicale sur la qualité de ce travail qui est fait là-bas à Genève. Rebondir également sur la première intervention de monsieur le maire de Pont-de-l'Arche. En fait, merci pour cette intervention. Vous êtes, je pense, parfaitement dans la préfiguration de ce qui nous attend tous et à toutes les échelles, puisque vous avez parlé à la fois de faire la ville sur la ville, de respecter les paysages, les forêts, les rivières, les étangs, d'adapter la ville au vieillissement et donc de promouvoir une nouvelle forme de parcours résidentiel dans une société de la longévité, dans une société où on vieillit et où les vieux sont de plus en plus nombreux et vivent de plus en plus vieux. Et en même temps qu'on travaille la question du vieillissement, on s'intéresse à ces jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour garder nos jeunes dans nos territoires, dans nos villes, dans nos villages, éviter qu'ils partent? Et donc c'est à la fois conserver ces vieux et leur offrir une certaine forme de dignité dans l'accompagnement de leur vieillissement et dans un habitat adapté, et en même temps permettre aux jeunes de rester dans sa commune. Ce qui en fait les forces vives, bien évidemment. Vous avez parlé de la mixité sociale, de la mixité intergénérationnelle, qui accompagne ces transitions qui sont à la fois écologiques, numériques, démographiques. On parle de transition, je pense qu'aujourd'hui on peut parler de révolution, parce que c'est à la fois très rapide et très brutal, et c'est surtout très brutal pour les plus fragiles, et notamment pour les plus pauvres et pour les plus âgés. Donc accompagner ces révolutions démographique, écologique, numérique, éviter que l'humanité devienne inhumaine, qu'on travaille sur le nous en même temps qu'on travaille sur le je. Je trouve que vous avez, au travers de l'exemple de votre travail sur la commune, un peu tout dit. Attirer les commerces également et les services en cœur de ville, au plus près des habitants, citoyens. Je trouve que c'est là aussi remarquable, puisque quand ils n'existent pas, plutôt que d'aller les mettre en campagne, c'est quand même plus sympa de les mettre dans le centre des villes et de villages quand c'est possible. Et comme on a beaucoup de mètres carrés disponibles en réalité dans les bourgs aujourd'hui, évidemment c'est ce qu'il faut faire. C'est aussi ce qui permet les mobilités douces, c'est aussi ce qui permet aux personnes vieillissantes, âgées, un peu fragiles, en perte d'autonomie ou de dépendance, de pouvoir faire face simplement à une certaine forme de lien social qui leur permet d'aller au bistrot, d'aller faire leurs courses ou d'aller à la pharmacie. Donc tout ce que vous avez développé nous permet de construire la ville qui est à la fois désirable, attirante, confortable pour tous et à tous les âges. Vous avez dit à peu près tout ce que je souhaitais exprimer ce matin. Alors quand même, après ce petit clin d'œil, je dire que donc Réciprocité, c'est une société qui est une société, une SAS, de l'économie réelle, sauf qu'on est statutairement d'économie sociale et solidaire et qu'on est entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est-à-dire qu'on était recherché cette homologation ESUS pour mettre en conformité le travail qu'on fait depuis 12 ans avec cette fonction éminemment sociale et cette mission sociale qu'on exerce depuis tout ce temps. On a voulu s'attaquer, donc, il y a une douzaine d'années, à trois grands sujets sociétaux qui sont le vieillissement de la population et par conséquent la difficulté, la perte du lien social, la paupérisation, puisqu'aujourd'hui les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et quand on travaille sur la question de l'isolement, de la pauvreté, du vieillissement, on en parlait tout à l'heure avec M. Lépine, qui va être encore un sujet pour les quelques années qui viennent, les quelques dizaines d'années qui viennent. Je pense qu'il faut qu'on ait une interrogation collective sur ce qui peut nous permettre de créer du lien et de construire donc cette forme d'humanité, de relation humaine qui est tellement importante. Donc nous, on a envisagé cette mixité à la fois sociale, générationnelle, sous forme d'un habitat collectif qu'on appelle aujourd'hui habitat intergénérationnel, qui est en fait extrêmement simple. C'est utiliser la diversité générationnelle qui existe partout, dans tous nos immeubles, qu'ils soient sociaux, dans nos immeubles privés, et faire en sorte que cette diversité générationnelle se transforme en mixité intergénérationnelle, à savoir qu'on recrée du lien entre les générations, entre les âges, pour que les personnes âgées puissent, dans leur certaines
fragilité puissent compter sur leurs voisins à juste distance, les voisins les plus jeunes, mais pour que la jeunesse également puisse profiter de cette expérience, de cette antériorité, de toute cette expérience que les plus âgés, et de cette disponibilité parfois que les plus âgés peuvent nous donner. Donc voilà, mixité sociale, mixité intergénérationnelle, dans des ensembles résidentiels qu'on appelle résidences intergénérationnelles. Rien de plus simple, un habitat confortable pour tous, avec des logements qui sont adaptés au vieillissement. Adaptés, ça veut dire adaptés ou adaptables. Ils peuvent être évolutifs, les communs peuvent être réversibles. Il y a tout un travail sur des architectes qui est fait aujourd'hui sur cette question de l'évolutivité des logements, des ensembles résidentiels et des communs partagés. Donc des logements évolutifs, une programmation urbaine, vous en parliez tout à l'heure, donc qui fait la part belle à la proximité des services, des moyens de transport, des commerces, bien sûr. Et puis, ce qui est essentiel pour nous, c'est le travail sur l'ingénierie sociale, c'est-à-dire faire en sorte que une personne puisse gérer, animer ces ensembles résidentiels intergénérationnels pour accompagner cette mutualisation des services et pour faciliter ce lien intergénérationnel entre les générations. Donc une résidence, toutes les générations présentes, une personne en charge de créer, d'animer, de faciliter le lien entre les générations, entre tous les âges, des jardins participatifs, une maison des projets, un tiers-lieu en pied d'immeuble qui va permettre cet échange, ce partage, ces moments de convivialité. Voilà ce qui fait à peu près l'essentiel du travail qu'on mène depuis 12 ans. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire et je serais ravi d'échanger avec les uns et les autres. Peut-être rajouter que je viens de passer, j'en parle avec des amis ce matin dans la salle, je viens de passer le week-end avec ma maman, j'ai 66 ans, elle en a 87, elle est en perte d'autonomie, elle est chez elle, dans un pavillon en région parisienne, vers Rambouillet. Je suis normalement le mieux placé. On est des purs players de l'intergénérationnel. On fait que ça depuis 12 ans. On est 50. Il y a des sociologues, des architectes, des urbanistes, des gestionnaires animateurs dans l'entreprise. On a accompagné des projets sur tous les territoires, pour des collectivités, pour des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs sociaux. Vraiment, on sait ce que c'est aujourd'hui que l'habitat intergénérationnel solidaire. Pour autant, en tant que fils, je me suis trouvé bien démuni encore ce week-end face à une personne qui n'a pas souhaité, il y a 10 ans, se poser la question de son parcours résidentiel et du fait que peut-être elle serait mieux dans un ensemble collectif avec un accompagnement, une vie résidentielle ou une vie de quartier un petit peu plus riche que celle qu'elle vit aujourd'hui. Voilà, je le regrette. C'est un point de passage obligé pour nous tous. Nous serons tous confrontés à ça. Donc peut-être dans la salle, l'êtes-vous déjà? Un parent, un père, une mère, une grand-mère pour les plus jeunes. Et donc c'est un sujet qui doit nous interroger. Comment est-ce qu'on construit avec lucidité son projet résidentiel et le projet résidentiel de ses proches? Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette interrogation qui va certainement nous habiter bien au-delà de cette journée. Xavier Lépine, vous présidez l'Institut pour l'épargne immobilière, mais vous vous êtes engagé récemment dans l'aventure d'une start-up comme co-actionnaire de Néo-Proprio, la société des nouveaux propriétaires. Quelle solution proposez-vous et quelle est votre analyse sur le modèle sociétal possible pour sortir de l'actuelle crise du logement? Bon, pour rebondir sur ce que vient de dire Serge Lebouch, peut-être que les pauvres sont de plus en plus pauvres, mais les riches sont de plus en plus riches. Est-ce que vous avez une idée, par exemple, de la valeur du patrimoine immobilier des Français? 7 000 milliards d'euros. Le PIB de la France, c'est 2 000. La valeur du patrimoine, c'est 7 000. On a mis dans le logement, effectivement, énormément d'argent. On a valorisé énormément. Mais juste avant, je vais revenir, tout un propos liminaire. J'étais il y a un petit mois dans un dîner organisé par Se Loger. Il y avait une quinzaine de promoteurs. Et puis le président de l'UNPI, Union nationale des propriétaires immobiliers, qui représente 25 millions de propriétaires individuels, et moi-même. Donc les promoteurs, on parle de crise du logement, on le voit tous les jours dans la presse en ce moment, mais que fait le gouvernement? Le gouvernement est sourd, le gouvernement ceci, le gouvernement cela.
Et ils étaient tous d'accord entre eux pour aller et parler de la nullité donc, du gouvernement. Et le nouveau président donc, de l'UNPI, une petite soixantaine d'années, représentant le milieu le plus conservateur qu'on puisse imaginer, celui des propriétaires individuels, qui dit « Je crois que vous n'avez pas vraiment compris ce qui se passe. En fait, ce qui se passe depuis... c'est qu'en l'espace de 2 siècles, les 3 fondements de notre société sont en train de muter. Le premier fondement de la société, c'est le mariage. Le mariage, c'était quelque chose qui fait que... Le mariage, c'est quelque chose qui, effectivement, d'ailleurs c'est marrant, du coup on m'a coupé. Bon, la loi de 75 a autorisé le mariage par consentement mutuel. On en a tous profité un certain nombre de fois. Et effectivement, le rapport au logement a forcément changé puisque les mutations c'est un des compléments naturels du divorce, voire du remariage. Le remariage, c'est le triomphe de l'expérience, pardon, de l'optimisme sur l'expérience. Mais ça, c'est un fait. Le deuxième fait qui a beaucoup changé, c'est le contrat. Le contrat, c'est, vous prenez le code de Napoléon 1804, il vous fixait des règles extrêmement larges, et à l'intérieur de ces règles, chacun pouvait finalement faire son contrat synalagmatique et déterminer les rapports juridiques des uns entre les autres. Aujourd'hui, le contrat n'existe plus. Le contrat, c'est la loi. Et la loi, le fait est que nous sommes en démocratie et progressivement, on a voulu que la loi régente absolument tous les rapports juridiques entre les gens. Et vous prenez le code de l'urbanisme, c'est particulièrement marqué. La possibilité de déroger à la loi, elle est quasi nulle. La loi, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une volonté de la démocratie. Et on le voit par exemple, si vous prenez le bail résidence principale par rapport au bail commercial, par exemple, le bail résidence principale, vous savez exactement qui va payer quoi, ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est pour don salustre. C'est l'impossibilité par exemple de louer son... Enfin pardon, si la personne ne paye pas son loyer, il y a la trêve hivernale, donc on vous ampute votre droit de propriété pendant 6 mois de l'année. C'est la volonté, finalement, de la société. Et le troisième point, peut-être encore, qui va dans la continuité du précédent, c'est le droit de propriété. Le droit de propriété, prenez en 1789, on instituait le droit de propriété. Jusque-là, quand un roturier est décédé, il y avait ce qu'on appelle le bien de main morte, c'est-à-dire la main du mort redonnait le bien au seigneur. On a dit, maintenant, non, c'est une propriété, ça t'appartient, c'est un droit qui est extrêmement fort, c'est un droit privé. Et on voit aujourd'hui que ce droit privé, c'est plus tout à fait un droit privé. Ça devient aussi un droit collectif. Je veux dire, le ZAN est finalement une amputation. C'est une forme contemporaine, finalement, de faire évoluer ce droit de propriété pour dire le bien commun est important. Si vous posez une question prioritaire une QPC de constitution constitutionnelle en demandant comment est-ce possible qu'on vous ampute le droit de propriété, c'est-à-dire on vous interdit de louer votre appartement ou votre maison si elle n'a pas telle lettre si elle n'a pas telle lettre sur son logement. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, on aurait dit oui, c'est pas constitutionnel, on peut pas empêcher les gens de louer leur logement parce qu'il émet des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, effectivement, ce droit de propriété évolue. Donc il disait, en conclusion de cela, finalement, il faut faire avec. N'essayez pas, messieurs les promoteurs, de lutter contre cela, c'est une réalité. C'est juste le préliminaire, mais parce que finalement, ça conduit un petit peu tout. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est quoi? C'est que finalement, on a eu 2 grandes périodes vis-à-vis du logement. On a eu grosso modo de l'après-guerre aux années 80, qui correspond à une démographie exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Il faut bien voir que de 1850 à 1950, vous aviez pratiquement le même nombre de Français. Il n'y a pas eu de croissance démographique pendant 1 siècle. En réalité, pratiquement pendant 2 siècles.
Donc on avait pas mal construit à la fin du 19e, et il y a eu les guerres, etc. Donc on n'avait pas de problème de logement en 1945, on avait un problème de qualité du logement, mais pas de quantité. Puis à partir de 1945, effectivement, on a eu une politique nataliste extrêmement forte, et on a fait du logement aussi. Non seulement il a fallu... on a eu cette politique du natalisme, on a eu aussi une politique de réduction des inégalités et de croissance économique qui reposait très largement sur l'immobilier. C'est un fait, il n'y a pas à porter de jugement de valeur. Vous voyez la croissance démographique qui prend cette forme-là, alors qu'elle était comme ça pendant 2 siècles. Et le logement était le facteur, d'une fois de plus, de réduction des inégalités. Et comment est-ce qu'on a fait? On est passé d'une France de locataires. Vous aviez seulement 25% de Français qui étaient locataires en 1945, à 50% de propriétaires. Donc on est passé de 25% de propriétaires, excusez-moi, à 50% de propriétaires en 80. On l'a fait avec 2 lois extrêmement fortes. La première loi, c'était finalement comment rend-on possible l'accession à la propriété? Parce que c'est très beau de parler de propriétaire ou locataire, mais pour être propriétaire, il faut du financement. Et pour être locataire, il faut qu'il y ait des propriétaires qui ont envie de louer, qui aient les moyens de louer. Enfin, les moyens de construire pour pouvoir louer. Donc cette première loi, c'était la loi sur les crédits à taux fixe. Excusez-moi, moi je suis un financier, je ne suis pas un urbaniste, je suis un financier. On a inventé un truc génial en 1950. On a dit pour rendre les Français propriétaires, on va leur donner un moyen financier de le faire. On va leur prêter avec des crédits à taux fixe, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une visibilité extrêmement forte sur les sommes qu'ils vont dépenser tous les mois. On n'a pas été copié par les autres. Les autres pays n'ont pas copié globalement notre système. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas copié? C'est parce qu'à ce moment-là, on a eu effectivement une loi extrêmement disruptive. On a tout simplement... Comment faites-vous, si vous voulez concrètement, pour prêter à taux fixe alors que l'argent est à taux variable? Ça peut paraître trivial comme question, mais c'est une question fondamentale. Comment a-t-on fait? Eh bien, on a tout simplement décidé, c'était quand même très courageux de la part du gouvernement de l'époque, de dire on ne va pas rémunérer les dépôts bancaires. Si vous ne rémunérez pas les dépôts bancaires, vous avez les moyens, vous avez une ressource à taux fixe. Qui avait des dépôts bancaires? Les riches et les vieux. Ce n'était pas les jeunes et les pauvres. Donc on a fait une loi finalement extrêmement sociale et qui a donné l'accession à la propriété à des générations entières, aussi bien en termes de mixité sociale qu'en termes d'intergénérationnel. Et on a fait une deuxième loi en 1967. Pourquoi 67? Tout simplement parce qu'en 1967, les jeunes qui étaient nés en 45-47 avaient 20 ans. 20 ans, 22 ans. D'un seul coup, vous aviez 1 million de personnes qui arrivaient et qui avaient besoin de se loger, plus 1 million de rapatriés d'Algérie qui est arrivé en 62, et qu'il fallait également loger. Comment fait-on? Comment fait-on pour produire massivement, mais vraiment massivement du logement? Un logement, ça coûte très cher, et on n'avait pas la profession promoteur. On avait effectivement des constructeurs, des gens qui faisaient du bâtiment, un petit peu de promoteurs, mais ça n'existait pas vraiment. On n'avait pas non plus de fonds de pension en France, puisqu'en 1945, on avait créé la retraite par répartition, qui était aussi quand même une innovation sociale extrêmement forte, parce que finalement, c'était extrêmement culotté, c'est parce que la retraite par capitalisation avait fait faillite. Et la retraite par capitalisation avait fait faillite parce que le logement avait fait faillite. Excusez-moi, je vous raconte l'histoire parce que ce n'est pas neutre par rapport à ce que nous allons vivre et ce que nous vivons. En 1914, je remonte un petit peu dans le temps, on a bloqué les loyers. On les a bloqués jusqu'en 1948. C'est-à-dire que le loyer était le même, alors que l'inflation générale des prix, les prix avaient fait x100. Donc les loyers ne pouvaient pas payer l'entretien des immeubles. Les loyers ne rapportaient rien. Vous échangiez, vous vendiez un appartement pour le prix d'une voiture, voire moins cher qu'une voiture. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces lois. Et donc en 1945, quand le Conseil national de la résistance a imaginé un système pour se sortir de cette crise fondamentale
des retraites par capitalisation. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Puis on a fait ce truc génial de dire ce sont ceux qui travaillent qui vont payer la retraite de ceux qui ne travaillent pas. C'était culotté quand même. Hein. Je veux dire, tout ça nous paraît normal aujourd'hui, mais il faut voir quand même à quel point c'était la destruction créatrice faisait son œuvre. On détruisait pour créer de nouveaux modèles. Donc en 67, on a inventé un truc assez génial. En France, il n'y a qu'en France qu'on l'a inventé, ça s'appelle, ce que vous connaissez tous, le VFA, la vente en état futur d'achèvement. C'est quand même le seul bien que vous payez d'avance et que vous récupérez 4 ans après l'avoir payé. Tout ça vous paraît normal en tant que promoteur, mais c'est quand même assez novateur. D'ailleurs, on n'a pas été copié. On n'a pas été copié. Et pourquoi on l'a fait? Tout simplement parce que on n'avait pas de retraite par capitalisation, donc on n'avait pas de capitaux longs. Et donc on a fait un système où finalement on a des professions qui mettent très peu d'argent. Le promoteur, il met 10%, 15% de fonds propres pour produire des biens qui valent très cher, qui sont financés finalement déjà par les acquéreurs. Ce qui est extrêmement différent de tous les systèmes de production de logements dans le monde, où les promoteurs, c'est ce qu'on appelle le build to rent, c'est-à-dire ils construisent, mais ils exploitent et ils louent eux-mêmes. Donc ce sont des foncières cotées. Bon, nous, ça a très bien marché, et effectivement, ça a permis de créer cette France de propriétaires qui est assez géniale. On est passé de 25 à 50. Seulement en 1980. Seulement depuis 1980, nous ne sommes passés que de 50 à 58%. Alors on dit la France, c'est une France de propriétaires. Ouais. Et donc voilà le nouveau modèle sociétal. Alors, excuse-moi, oui, je vais accélérer un petit peu. Oui. Je comprends. Alors, mais cette France de propriétaires de 50 à 58%, la moyenne de l'Europe, c'est 70%. À part la Suisse et l'Allemagne, on est en dessous de la moyenne. C'est 65% en Angleterre, c'est 65% aux États-Unis. Donc, on n'est pas si propriétaire que ça en France. Mais la vraie difficulté que nous avons, et c'est là où j'en viens à mon modèle, excuse-moi, je me rends compte, je me suis laissé partir dans mon discours, c'est que finalement, les prix du logement ont suivi la création monétaire, et les prix du logement ont augmenté beaucoup, beaucoup plus vite que les revenus. Quand je dis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus. C'est pour vous donner un ordre d'idée, les prix du logement ont augmenté de x12 dans les zones tendues, alors que les loyers ont augmenté de x4. Donc on arrive dans une situation aujourd'hui où personne, sauf peut-être dans des zones très détendues, personne ne peut acheter son logement, très peu de gens. Et donc ils sont contraints à les louer. Mais qui a envie de louer des logements? Enfin, de les acheter pour les louer. Pour avoir un rendement extrêmement faible et un rapport juridique désastreux. Si vous êtes une compagnie d'assurance, assureur militant, et que vous avez des locataires que vous voulez mettre dehors parce qu'ils ne payent pas, c'est impossible. Donc, autrement dit, on arrive à une situation aujourd'hui en France où les institutionnels ne détiennent que 1% du parc de logements résidentiels privés, et 99% des logements sont loués par des gens riches à des gens moins riches. Et toutes les lois fiscales ont été mises en place pour ça. Et donc on arrive à faire de ce bien de première nécessité un actif qui n'est plus un actif d'efficacité économique, mais un actif de rente. Donc pour sortir de cette situation, quand vous avez des prix qui sont là, des loyers qui sont là et des revenus qui sont là, il faut changer le modèle. Il faut être aussi innovant. Donc effectivement, moi, ce que je propose comme système, et j'accélère, ce que je propose comme système, c'est donc de dire les gens n'ayant plus les moyens d'acheter pour l'occuper eux-mêmes, n'ayant aucun intérêt à l'acheter pour le louer à quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas assez rentable, bien finalement, on va changer le rapport. Je propose que les gens puissent acheter, j'ai créé une société qui utilise le bail emphytéotique. Le bail emphytéotique, la seule contrainte qu'il ait, c'est qu'il doit être entre 18 et 99 ans. Donc je vends des contrats avec 25 ans de propriété. Je vais prendre un exemple très concret pour illustrer. Un bien qui vaut 300 000 euros, vous pourriez en théorie le louer 1 000 ou 1 100 euros par mois. Si vous voulez l'acheter, ça vous coûte 1 800 euros
de remboursement de crédit. Ça, vous n'avez pas les moyens. Donc je le vends à 150 000 euros. À 150 000 euros, 25 ans de propriété, la personne achète un droit réel immobilier, mais pour 25 ans, comme pour une voiture avec un leasing, sauf que c'est 25 ans et qu'un bien, ça s'apprécie dans le temps. Donc il va payer ses 25 ans de propriété 150 000 euros. Ça va donc lui coûter 900 euros par mois, c'est-à-dire moins cher qu'un loyer. Il paye une redevance complémentaire qui va l'amener à un peu au-dessus d'un loyer. Mais il est propriétaire pendant 25 ans. La seule différence, c'est quand il déménage, et je reviens à le besoin de flexibilité et de mobilité qu'ont les gens restent en moyenne 8-10 ans. Quand il revend son logement, je lui rachète au prix auquel il l'a acheté, 150 000 euros, moins le temps qu'il a consommé, donc je vais le payer peut-être 130 000 euros, mais c'est mathématique, il connaît à l'avance le montant auquel je le rachète, donc moins cher qu'il a payé. Mais la différence, c'est que lui, il a remboursé son crédit. Donc, une partie de son crédit. Donc, il va récupérer 30 000, 40, 50 000 euros quand il part. C'est-à-dire, autrement dit, il va épargner l'équivalent de 3-4 mois de loyer par année d'occupation. Ce qui lui fait un apport dans son parcours résidentiel pour une acquisition ultérieure. Ça, je l'ai développé dans les Hauts-de-France. J'ai eu évidemment les familles avec enfants, qui étaient absolument ravis de pouvoir ne pas gaspiller un loyer et qui n'auraient pas eu les moyens d'habiter à cet endroit-là, à ce prix-là, en étant propriétaires. Les familles monoparentales, je ne vous fais pas de dessin. Généralement, ils ont un apport parce qu'ils ont liquidé la communauté, mais pas suffisamment pour pouvoir acquérir en pleine propriété. Et les familles recomposées, qui ont le problème de place. Et du côté de l'investisseur institutionnel qui met les 150 000 euros, bien lui, il achète le bien à 300 000 au promoteur, il revend 150 000 sous forme donc, de bail emphytéotique, il n'y a pratiquement pas de droit de mutation, il n'y a pas de DIA non plus d'ailleurs, et lui, il encaisse la redevance, et il rachète dans 10 ans le bien 120 000, 130 000, la quote-part qu'il n'avait pas acheté, qu'il avait cédé. Et il a un double effet de levier. Il reçoit une redevance, enfin triple effet de levier. Il ne met que 50% de la somme puisque c'est le particulier qui a acheté la propriété temporaire qui finance le bien et il le rachète moins cher. Donc ça lui fait un taux de rendement qui sera de l'ordre de 6 à 8%, qui est considérablement plus élevé que n'importe quel investissement locatif qu'il pourrait faire sans avoir à gérer la complexité du bail résidence principale avec des coûts de gestion, des coûts d'entretien, des taxes foncières. Il n'est pas propriétaire pendant 25 ans. Voilà, c'est ce type. Je ne dis pas que c'est une réponse universelle, je dis que c'est une réponse qui répond à ce besoin fondamental de se loger pour un prix abordable. Or, comme on a objectivement déconné, excusez-moi, mais on a complètement déconné en manière de prix du logement, qui est devenu non plus un actif normal, mais un actif finalement de rente, eh bien, il faut redonner de la liberté dans le système. Voilà. Et dernier point, juste pour revenir sur la démographie, tous les gens qui sont nés entre 45 et 47, ça va faire beaucoup de place dans le logement. Si vous regardez ce qui est en train de se passer, c'est quand même depuis maintenant le Covid, on est passé à 660 000 décès par an depuis maintenant plusieurs années et ça ne va pas s'arrêter. Donc on va libérer 20 à 30% des logements dans les 15 ans qui viennent. C'est une réalité, il faut en tenir compte aussi dans l'aménagement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lépine. Alors, il s'est passé deux bonnes nouvelles là, pendant que vous parliez. D'abord, François Rieussec est arrivé. François, si vous êtes d'accord, je vous inviterai à faire la césure entre nos deux tables rondes ce qui pourra enrichir votre intervention par la réaction à ce que vous aurez entendu, notamment des réactions de la jeunesse que nous attendons au terme des interventions. Mais d'abord, place à l'architecte. Donc, Katia Meboroda, que vous inspirent ces nouveaux usages en termes de nouvelles pratiques de votre profession? Alors, d'abord, merci pour l'invitation et bonjour à tous.
Moi, je suis franchement étonnée. Pardon, excusez-moi, pardon. je disais deux bonnes nouvelles, j'ai oublié de dire l'autre. L'autre, c'est que le petit film qui vous avait été annoncé, les problèmes techniques ont été résolus et par conséquent, peut-être après vous et avant la réaction des étudiants, eh bien, nous allons le projeter. Voilà. Excusez-moi. Merci. Oui, moi je suis ravie d'avoir entendu Monsieur le maire de Pont-de-l'Arche parce que je trouve votre témoignage très intéressant et qui va tout à fait dans le sens de notre plaidoyer, du plaidoyer de la profession qui s'appelle Habitat, Ville et Territoire, l'architecture comme solution en fait, et qui a 5 enjeux dont passer du logement à l'habitat, construire la ville sur la ville, s'intéresser davantage au territoire et puis développer les filières locales, biosourcées, voilà, circuit court, toute cette démarche-là. Donc l'architecture comme solution et un dispositif, un maire, un architecte, travailler étroitement en collaboration. Alors, au lieu de continuer à vous parler un petit peu de ce que prône la profession et les architectes, j'aimerais vous poser une question peut-être, c'est est-ce que vous avez, vous, travaillé avec un architecte ? Parce que vous avez un discours de construire la ville sur la ville, ne pas s'étaler, en fait révéler le foncier invisible d'une certaine manière. C'est ce que vous disiez en disant on a des logements vacants, on a peut-être un réaménagement des logements existants, avec des personnes âgées qui vivent dans des maisons individuelles un peu trop vastes. Donc, c'est tout ce que nous prenons dans le plaidoyer et au niveau de la profession. Donc, la question, c'est est-ce que vous avez été conseillé en amont ? Pas forcément. Je pense que c'est aussi notre connaissance du territoire, notre connaissance de la ville, des usages et des attentes des habitants qui nous poussent vers ça. Mais le travail avec les architectes arrive presque dans un second temps. Et puis il y a les architectes et puis les architectes urbanistes. Je crois que si je devais refaire mon orientation demain, je choisirais de travailler sur l'urbanisme, qui est passionnant parce que c'est aussi redessiner les contours de la ville, et voilà, c'est particulièrement passionnant. Mmh. Alors oui, bon, donc vous disiez que ça venait dans un second temps. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'architecture vient en amont, bien en amont justement, puisque c'est par l'architecture qu'on apporte des solutions. On n'est pas là dans nos métiers. Vous parliez d'évolution. On a une évolution dans nos pratiques aussi, et qu'aujourd'hui, on a un travail essentiellement de conseil amont et pas uniquement de maîtrise d'œuvre. Et vous disiez que vous parlez d'aménagement et nous, dans le plaidoyer, quand on parle de passer du logement à l'habitat, c'est qu'on construit la ville, on ne construit pas que des bâtiments, c'est-à-dire qu'on aménage, on s'occupe de... Et quand on parle d'habitat, c'est effectivement... c'est à la fois le logement, mais tout ce qui va autour, c'est-à-dire les commerces de proximité, c'est la mobilité, c'est tout ce travail sur l'espace commun dont on parlait. Alors, je pense que le mieux, c'est de parler et d'échanger avec le public plutôt que de nous entendre. Sur les échanges, à mon avis, sur les échanges, c'est plus interactif et plus intéressant. Oui. Tout à fait. On y va, mais peut-être peut-être le film. Petite place à l'image. D'accord. Je pense que... Ah. Oui. Essayez de parler un peu plus souvent. Il y a eu beaucoup d'interventions à des thèmes très variés. Vous avez abordé la question de l'unicité, vous avez parlé de la gestion foncière, du foncier, de l'aspect financier. Vous avez abordé beaucoup de thématiques. Pour ma part, je peux montrer aussi ce qu'on fait. La CODA a une optique assez prestigieuse. C'est l'optique ding-ding de la biodiversité qui, avec la
thématique de cette journée, les usages générés par l'action écologique, me semblait intéressant de partager avec vous ce petit film qui a été fait par la Fondation Lindning et qui vous permet de voir concrètement l'art et l'action l'auteur de Beaux-Arts. Voilà. Terminé. Vous m'avez entendu. Totalement. Tout à fait. Gibt sich die Chance, dass auch Biodiversität und Natur im Siedlungsraum einen grösseren Fokus bekommt. On a le son. Le projet Praroman a été conçu comme un village qui est en bordure de forêt, sur une grande prairie. Der Bindingpreis für Biodiversität wird ab 2023 jeweils zu einem Jahresthema ausgeschrieben. In diesem Jahr haben wir vorbildliche Arealentwicklungen gesucht. Durch die Grösse und die ganzheitliche Planung von Arealentwicklungen ergibt sich die Chance, dass auch Biodiversität und Natur im Siedlungsraum einen grösseren Fokus bekommt. Le projet Praroman a été conçu comme un village qui est en bordure de forêt, sur une grande prairie. Et très vite, en discutant avec les futurs habitants, la notion de biodiversité est devenue un thème central, un thème essentiel. La CODA essaie de fournir du commun à ses habitants, du Meereswohnen, des espaces que les habitants peuvent s'approprier, vivre ensemble, les familles, les enfants, les personnes âgées. Et ici, il y a des salles communes, il y a des chambres d'amis, mais l'essentiel se passe dehors, à l'extérieur, près de la forêt, dans les jardins. Donc quand on parle biodiversité sur ce site, ce qui caractérise vraiment cet endroit, c'est qu'on est juste aux portes du parc naturel du Jorat. C'est quelque chose qui était très présent et on se sentait de responsabilité de prendre un peu de cette biodiversité pour l'intégrer aussi dans notre lieu de vie. C'était un choix dès le départ. Et on a voulu intégrer vraiment au maximum toutes ces notions de biodiversité pour nous aider à construire notre site. Donc la dynamique qu'on a mis en place ici, c'est qu'on avait un petit groupe de travail pour développer en fait tous les projets futurs ici. Et dans un grand processus participatif avec tous les habitants, en fait, on a mis en place en fait la planification de ce site. Et on a fait toute une série de projets qui sont pensés vraiment à mettre en avant en fait, le développement de la biodiversité. On a le projet par exemple ici d'un couloir biologique où on a juste derrière la forêt, juste collé à notre parcelle. Et on avait cette idée ici de créer un espace vraiment sauvage pour la faune locale, pour aussi la flore, pour faire le lien. Et on est en discussion aussi avec le paysan voisin pour continuer cette dynamique, pour aller au-delà jusqu'à la forêt qui est de l'autre côté. On a aussi mis un grand accent ici à implanter plein d'arbres et d'arbustes. Je pense qu'on est à plus ou moins 150 arbres plantés sur notre site pour aussi favoriser cette biodiversité, amener aussi les oiseaux qui étaient inexistants sur ce site parce que c'était une prairie rase tout le temps. Et on voit déjà le développement autant des insectes que des animaux qui viennent sur ce site depuis qu'on a déjà implanté ces arbres. On a une biodiversité maintenant avec les plantes, mais on a aussi une biodiversité d'habitants. On avait une force mise ensemble, mutualisée, qui a permis que tout ça existe. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne notre quartier. On a une vie privée, mais on a un esprit de mutualisation, un esprit écologique, l'écologie au sens large du terme, qui n'est pas juste les plantes, mais qui est une manière de vivre avec une volonté d'exemplarité pour nos enfants, pour nous, de se rendre compte que de vivre d'une autre manière, c'est possible. Et autant dans la biodiversité, l'être humain s'enrichit de cette expérience. C'est comme les liens entre les plantes, les insectes qui arrivent,
Et il y a quelque chose qui est très métaphorique. Mais après 3 ans de vie ici, eh bien, on peut observer ça. Toutes ces compétences, elles sont mises en avant. Il y a un terreau de vie qui autant fait vivre ce jardin, mais également permet de potentialiser les compétences de chacun et l'envie de partager. Et c'est la richesse de cette manière de vivre. Alors, les étudiants en architecture de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La-Villette, je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire, soit en commentaire de ce qu'ils ont entendu, soit en questions à poser à nos intervenants. Voilà, Aude approche de vous avec son micro. À vous la parole. Je vais faire une toute petite transition. Donc déjà, je suis Anne Durand, je suis enseignante et architecte praticienne. Donc je vous remercie avant tout de nous avoir invités et je suis très heureuse de mettre en relation en effet ce monde, le monde professionnel et le monde de l'enseignement. C'est une mission qui a besoin aussi d'être très structurée et qui existe peu suffisamment. Et donc à l'école pour réagir par rapport à cette question de la transition écologique, évidemment, dans les écoles d'architecture, c'est une notion qui est désormais plutôt ancrée, mais qui a besoin aussi elle-même de se construire au fur et à mesure. Et je pense qu'on est vraiment tous les intervenants finalement le disent aujourd'hui, dans un moment de rupture où on a besoin aussi de changer de lunettes pour voir le monde futur et actuel. Et donc j'espère que je laisse la parole aux étudiants pour faire ce relais. Donc ils sont un peu éparpillés dans la salle, mais vous allez les voir. Et donc c'est en grande partie, c'est une partie des étudiants que j'ai pu avoir, mais ça c'est Bon, bonjour, je m'appelle Myriam Atimni, je suis architecte, praticienne aussi, et j'ai eu la chance d'avoir Anne Durand comme enseignante pendant pendant mes 2 années de spécialisation en aménagement de territoire, justement. Ça s'appelle un DSA, c'est un diplôme de spécialisation en architecture. Et voilà, donc je vous ai tous écoutés attentivement. Je me dis, c'est bien beau tout ça, mais avez-vous des retours? Par exemple, je m'adresse en premier lieu à Monsieur Le Bouch. Avez-vous réellement des retours d'expérience de ces projets? Est-ce que les jeunes aident réellement les personnes plus âgées, par exemple? Alors oui, donc la société a 12 ans. La première résidence en région lyonnaise existe depuis 10 ans. Donc ça fait 10 ans maintenant d'ancienneté. Alors c'est très faible, il faut voir ça avec quand même beaucoup d'humilité. Mais la première résidence, c'est 10 ans. Et puis je dirais, beaucoup de résidences sont éclos depuis 6 à 8 ans. Donc le retour d'expérience que nous avons, en réalité, principalement sur des résidences sociales, principalement sur des résidences qui préexistaient, sur lesquelles nous sommes intervenus, d'abord en études qu'on appelle l'assistance à la maîtrise d'usage. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait travailler les habitants, les citoyens, dans l'élaboration de leur projet de vie résidentiel. Donc nous, on ne se substitue pas aux habitants de ces ensembles résidentiels. Donc tout ça, ça a 6-7 ans. On a conduit, pour répondre directement à votre question, puis j'y reviendrai, on a conduit une mesure d'impact avec des chiffres qui nous ont, avec toute une grille qui a été élaborée par une société spécialisée, une société parisienne spécialisée dans la mesure d'impact, qui s'appelle Improve. Et donc on a développé une mesure d'impact depuis maintenant 2 ans et demi. Et donc tous les 18 mois, on ajoute des ensembles résidentiels nouveaux dans cette mesure d'impact globale pour justement vérifier quelle est l'efficacité, l'efficience de ce qu'on propose. Alors,
rapidement, sur chacune des résidences, lorsqu'on travaille sur un projet résidentiel, il n'y a pas de pourcentage vieux, jeunes, famille. On fait avec les gens et la diversité qui s'y trouve. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est que dans chaque projet, les classes d'âge, qui sont d'ailleurs déterminées par la pyramide des âges de l'ensemble résidentiel, chaque classe d'âge 3 élit l'un de ses représentants pour conduire le projet résidentiel, de manière à ce que justement tout le monde soit entendu. À la fois que, comme il y a des jardins participatifs, des communs, une maison des projets, etc., que ce ne soit pas préempté par une classe d'âge ou par une autre, et que les usages au sein de la résidence respectent aussi les envies et les besoins de chacun. Donc ça veut dire que les 3 personnes qui sont élues par leur père ont à discuter avec leur classe d'âge respective et ensuite à faire remonter ce qu'ils ont envie de créer ensemble pour constituer cette dynamique de groupe. Donc oui, ça marche. Oui, ça marche. Ce qui est très difficile d'expérience, c'est lorsqu'on est intervenu pour des bailleurs sociaux qui avaient déjà développé des résidences intergées et qui avaient, je dirais, beaucoup complexifié les choses en voulant à tout prix qu'une population d'étudiants accompagne une population de personnes âgées, voire une population d'étudiants mixée avec des personnes âgées et des personnes handicapées. Des personnes handicapées ou handicapées, je ne sais pas comment on dit. Et là, pour le coup, là, on ajoute de la complexité à la complexité, puisque les étudiants ne sont pas nécessairement, lorsqu'ils ne sont pas très engagés sur ces questions, ne sont pas nécessairement le peuplement qui, a priori, va forcément vouloir aider, aura le temps d'aider, aura comment dire, une vie sociale qui leur permette d'aider des personnes qui sont âgées ou qui sont plus fragiles. Donc voilà, que vous dire sur la quarantaine de résidences peut-être qu'on accompagne depuis une dizaine d'années. Oui, tous les résultats sont bons. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de secret, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire société, de notre point de vue, si on encourage les silos. On ne peut pas faire des silos de vieux, des silos de jeunes, des silos de personnes issues d'immigration, des silos de je ne sais quoi, de femmes. Donc les dynamiques sociales, la relation humaine, le lien social, tout ça, c'est affaire de mixité. Donc ce qu'il faut, c'est encourager la mixité et faire en sorte que les solidarités, qui sont parfois les solidarités sous contrainte, puissent s'exprimer. Merci. D'autres étudiants ? Je vais juste poser une autre question avant de... Merci. Alors, juste, je remarque quand même une certaine tendance dans le domaine de la construction. C'est que avec la ZAN, enfin le ZAN et l'objectif 2030 et 2050, et le respect des règles environnementales, notamment la RE 2020, la RE 2025, avec l'objectif 2028, j'ai l'impression que tout converge vers le fait de ne plus construire. Donc il s'agit de réhabiliter et de surélever. Le problème ici, c'est que dans notre contexte industriel, c'est très compliqué de trouver les bons éco-matériaux avec les bonnes fiches techniques pour pouvoir répondre à ces labels-là. Donc je me dis, il y a un grand écart entre ce qui est demandé et ce qu'on arrive à faire en tant qu'architecte ou architecte urbaniste. Et ma question se dirige naturellement vers Monsieur Jacquet. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour justement répondre à vos problématiques au niveau de la ville, en ayant ces écarts-là? Vous voulez pas reformuler? Non. En tant qu'architecte, nous sommes obligés de répondre à des labels, oui, à des règles environnementales, oui, notamment la RE 2020, avec tous ces objectifs qui sont futurs. Et nous ne sommes pas dans la possibilité de produire de faire une production architecturale qui réponde à ces labels-là. Donc il y a vraiment un écart entre ce qui est demandé et ce qu'on est capable de faire. Oui, je serais plus à l'aise parce que moi, sur les conceptions architecturales et les matériaux utilisés, je suis un peu plus éloigné. Je pense qu'il y a une nécessité évidente de toute façon à développer un certain nombre de filières d'éco-construction, je veux dire, et de matériaux biosourcés qui sont, à mon sens,
pas suffisamment développé. Pendant longtemps, on a construit de manière relativement facile, là où c'était, vous parliez du ZAN tout à l'heure, effectivement, en plaine, quand c'était plat, facile à construire. Et en fait, on a perdu, je veux dire, on a fait ça facilement, peu cher, on va dire, pas cher, enfin avec, c'était peu coûteux, mais finalement, ça l'était beaucoup plus au regard de la biodiversité qu'on a perdue, qui, elle, a un prix considérable. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est plus difficile, j'en conviens, hein, parce que les filières ne sont pas encore développées, mais ça se monte progressivement. Et ben, il faut des gens comme ça, il faut des jeunes architectes investis, continuer, et les anciens aussi, hein, de toute façon. C'est la démarche que l'on prône, nous, et pour laquelle on se bat quotidiennement. Après, vous parliez de surélévation aussi, de densité, de construire la ville sur la ville. Je crois que monsieur le maire l'a assez bien décrit. C'est ce dont on parle quand on parle de foncier invisible. C'est tout ce dont le foncier auquel on ne pense pas, qui n'est pas le foncier visible au sens de tiens, il y a une parcelle, un terrain disponible. C'est tout ce foncier, effectivement, en surélévation possible, en densité dans des logements, je veux dire, mais parce que, effectivement, une personne, c'est monsieur Le Boulch, pardon, excusez-moi, je d'écorcher votre nom, qui parlait de sa maman, je veux dire, qui se retrouve un peu isolé aujourd'hui, avec une certaine dépendance, et c'est peut-être la possibilité de diviser ce logement, et puis pourquoi pas de faire ce que vous faites sur des ensembles un peu plus grands, mais peut-être le reproduire sur ce pavillonnaire là, cette mixité, et redonner et peut-être densifier ces espaces là. Voilà, il y a tout un tas de solutions que l'architecture peut apporter, que les architectes peuvent apporter. Effectivement, ce sont des... Il faut forcer un peu les choses et les démontrer. Je prends souvent l'exemple de la tour Bois-le-Prêtre réalisée par la Caton Vassal sur une réhabilitation où le bailleur social au départ souhaitait simplement une simple isolation, et puis finalement ils ont fait ce qu'on appelle une réhabilitation plus, parce qu'ils ont une manière de penser. Je pense que ce qu'on apprend durant nos études, c'est dépasser les limites, en fait. Il faut voir au-delà. Juste une petite contribution, si je peux me permettre. À côté de Pont-de-l'Arche, il y a une ville à peu près 2 fois plus grande qui s'appelle Val-de-Reuil. Et je crois me souvenir que c'était en 2019, mais la mémoire peut me tromper. Il y a eu une mention paysage de l'équerre d'argent qui a été attribuée à un projet qui apporte des éléments de réponse à la question que vous posez. Et je n'arrive plus à me souvenir du nom de l'architecte, mais c'est l'un des auteurs du Manifeste pour une sobriété heureuse, Philippe Madec, voilà, pour l'écoquartier des Noé. Avec les paysagistes de Arc-en-Seine, peut-être non, je me rappelle plus aussi, mais enfin voilà, d'excellents paysagistes qui ont travaillé sur la question des matériaux avec une structure bois, travaillé sur la question de l'inondabilité, et donc voilà, c'est pas la réponse universelle, mais peut-être qu'il y a quand même un climat favorable dans ce coin de l'agglomération de Rouen à l'émergence de projets qui reflètent ces nouveaux usages dont nous voulons parler. Mais je voudrais maintenant entendre d'autres étudiantes et étudiants. Merci beaucoup. Bonjour, Claudia Castro, étudiante en 2e année de master à l'INSA-PLV, ancienne étudiante de Madame Durand aussi. Merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes. En fait, par rapport à la formation qu'on suit, je me demande si devenir propriétaire est vraiment la solution pour tout le monde, pour le logement, pour la crise du logement. Donc on voit que ma question va être adressée effectivement à Monsieur Lepine. Je voulais vous demander,
est-ce que vraiment le logement, on va arriver à avoir un logement, être propriétaire est la solution? C'est pas plutôt d'échapper le mal logement et plutôt de tendre vers un bon logement, donc une qualité notamment environnementale, etc. Donc je me demande comment votre société, des sociétés de ce genre, s'inscrivent dans la transition écologique, comment vous faites le choix de vos propriétés à acheter, etc. Et en fait, comment elles s'inscrivent finalement? Elle s'inscrit exactement dans ce que vous dites, à savoir... Bon, soit on fait une France de propriétaires, soit aujourd'hui l'alternative c'est France de propriétaires ou France de locataires. France de propriétaires renvoie au problème du coût de la propriété, renvoie au problème du coût de la propriété d'une part et à la mobilité que cela contraint, puisque vous êtes moins mobile quand vous êtes propriétaire que quand vous êtes locataire. Je ferai juste un petit bémol sur la mobilité du locataire dans le logement social. Je veux dire, quand vous prenez les statistiques, dans le logement privé, le taux de rotation, c'est tous les 5 ans quand vous êtes locataire. Quand vous êtes propriétaire en zone tendue, c'est entre 8 et 10 ans. Quand vous êtes locataire du logement social, c'est 22 ans. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes 2 ans, vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas partir parce que vous ne retrouvez pas finalement la possibilité d'avoir un logement moins cher, plus adapté à ce dont vous avez besoin. Donc cette France de propriétaire ou de locataire, elle est finalement très traditionnelle, très issue de notre modèle. On avait une France de locataires dans les années, jusqu'en 1950, on était une France de locataires, on est devenu une France plutôt de propriétaires. Est-ce qu'on est mieux ou moins bien? Ce que l'on constate généralement, c'est que quand on est propriétaire, on se sent plus chez soi, on a plus le respect du bien commun. On prépare peut-être mieux sa retraite, on se dit j'ai pas de problème sur mon toit pour demain. Tous ces phénomènes-là, on les constate empiriquement, et on voit bien que quand on est locataire, voilà. Bon, et on sait très bien pour les maires que les locataires, ils ont tendance, surtout dans les zones tendues, à rester voter là où ils habitaient avant, et donc du coup, ils participent pas aux élections. Et donc, maire bâtisseur, maire battu, on connaît tous l'histoire. Pour de multiples raisons, ça se passe comme ça. Donc, c'est vrai que trouver un modèle hybride, ce qui est ma réponse, moi je dis c'est ni propriétaire ni locataire, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire d'être propriétaire pendant 25 ans vous permet de vous inscrire dans la durée, vous permet évidemment de participer à la vie locale de façon plus importante, et pour autant pour un coût abordable, et de garder la flexibilité, puisque effectivement dans ce type de système, la personne sait à l'avance. Finalement, si je fais le parallèle avec une voiture avec le leasing de voiture, une voiture qui valait 100 000 francs, je le dis volontairement en francs, qui valait 100 000 francs en l'an 2000, c'est-à-dire 15 000 euros, aujourd'hui, c'était une voiture de luxe. Aujourd'hui, elle vaut 45 000, 50 000 euros. Donc le prix a été multiplié par 3 et tous les gens achètent leur voiture, beaucoup de gens achètent leur voiture aujourd'hui comme ça, et n'ont pas envie ni les moyens d'immobiliser 50 000 euros pour acheter une voiture. Est-ce que les constructeurs de voitures sont allés voir l'État en disant on ne s'en sort pas, il faut sauver le soldat voiture, il faut sauver l'industrie automobile? Non. Ils ont finalement inventé un système de propriété temporaire qu'on appelle le leasing et qui permet aux gens d'avoir une visibilité très forte et d'acheter. Et ça, c'est sur un bien qui vaut 0 au bout de 10 ans. Parce qu'une voiture, ça vaut 0 au bout de 10 ans. Finalement, dans le système du logement, de l'habitat, ça ne s'est pas fait. Parce que il y avait jusqu'à présent des solutions et les gens étaient contents de payer plus cher, il faut croire, puisqu'ils se réjouissaient de voir les prix qui augmentaient. Il n'y a qu'à voir les marronniers des journaux. Mais ça ne marche plus. Donc, c'est pour ça que je dis que la réponse, elle est dans casser le système. Et quand nous proposons effectivement une propriété temporaire, c'est juste de permettre aux gens de le faire, et tout en conservant la flexibilité du locataire et en connaissant à l'avance combien ils vont épargner. Parce qu'ils ont besoin, on a besoin d'un logement toute sa vie. Ce n'est pas le même logement, ce n'est pas les mêmes services dont on a besoin, ça a été évoqué, mais ce besoin, il reste primaire et même beaucoup plus important qu'un logement. Et là, on n'a pas fait cette révolution culturelle
encore, alors qu'on voit bien que la civilisation de l'usage, on l'a surtout. Qui achèterait un smartphone si on le payait le vrai prix? Qui achèterait une voiture si on le payait le vrai prix? Eh bien, le logement, c'est le même problème aujourd'hui, et c'est même amplifié. Parce que finalement, enfin, tout ce que disent les uns et les autres, c'est super. On voit bien qu'il y a des formes de logements qui sont différents, des usages qui sont différents, des services qui sont différents. Mais comment fait-on pour financer tout ça? Je veux dire, la réponse par le logement social en est une, mais le logement social, on estime aujourd'hui qu'en France, il y a 2,5 millions de personnes à peu près qui attendent un logement social. On en construit 100, 120 000 par an. Est-ce que la promesse, c'est d'avoir 20 ans de crise du logement devant nous? Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être une réponse collective. Cette réponse collective, elle doit être dans d'autres modèles. Et ces autres modèles supposent qu'il y ait un vrai changement de mentalité. Je dirais même pas tellement de la part des utilisateurs que sont les néopropriétaires, les néolocataires, on les appelle comme on veut, mais c'est beaucoup plus dans cette notion d'investisseurs qui doivent être différents et qui doivent avoir un rapport différent aussi avec les locataires. Voilà. Mais je sais bien que l'État pousse beaucoup sur la flexibilité du locataire. Le problème, c'est que pour qu'il y ait des locataires, il faut qu'il y ait des propriétaires. Or, personne n'a envie d'être propriétaire dans le contexte actuel. D'autres questions d'étudiants, je crois, oui. Oui, donc je suis Mouna Dorali, donc ancienne étudiante donc, à l'école d'architecture de Paris-la-Villette et, plus fort, s'il vous plaît. Et actuellement donc conseillère en architecture et en urbanisme au CAUE de l'Oise. Donc ma question en fait à Monsieur Lepine, est-ce que la société donc des nouveaux propriétaires est en lien ou en partenariat donc avec la DIL et quelle visibilité en fait avez-vous au regard donc des organismes publics donc en matière de conseil donc avant l'accession à la propriété? Bon, aujourd'hui, avec ce type d'organisme zéro, aujourd'hui nous contractons principalement avec les promoteurs. Bon, on pourrait bien évidemment mettre en place ce système sur le logement existant. Vous venez avec votre projet de logement, vous n'avez pas les moyens d'acheter, on vous offre la possibilité de le faire. C'est possible, mais c'est très lourd à mettre en place. Il faut commencer par le plus facile, c'est le neuf. Le neuf parce qu'on n'a pas de doute sur la qualité environnementale, on n'a pas de doute sur on a moins de doute sur le prix. Donc en fait, nous signons des accords avec beaucoup de promoteurs, en leur disant vous n'arrivez pas à vendre vos logements, donc vous êtes complètement coincés aujourd'hui, puisque les propriétaires n'ont plus les moyens d'acquérir, on connaît l'histoire, les propriétaires qui avant achetaient pour louer, ce qui est une aberration, mais enfin bon, c'était comme ça, eux, ils ont encore moins intérêt maintenant qu'on a supprimé le Pinel. Donc on leur dit, nous, on vous aide à commercialiser finalement, par notre système, on vient co-investir à côté des particuliers de cette manière-là. Mais tout à fait prêt à discuter avec le secteur public, bien évidemment. D'accord. Et je vous remercie. Et une deuxième question, en fait, donc à Madame Maïboroda, concernant en fait la nécessité en fait de la formation pour les matériaux biosourcés pour des organismes tels que la CAPEB, ou de manière générale, en fait, je constate donc dans ma pratique au sein du CAUE en fait une nécessité, enfin un grand besoin en fait qui s'exprime aujourd'hui de formation continue des constructeurs, parce que enfin souvent on a beau faire des conseils, mais par exemple dans des territoires comme l'Oise en l'occurrence, il y a peu de personnes qui sont formées et une disponibilité en fait de ces matériaux fabriqués sur place. Est-ce que donc il y a davantage en fait un accent à mettre sur les formations et à ce que celles-ci suivent le cours du développement en fait de ces nouveaux matériaux? Alors pour ce qui est un décalage qui est réel et quel rôle en fait le Conseil national des ordres de l'architecte peut avoir? Alors, je ne peux pas forcément parler de la formation des entreprises, hein, puisque quand vous parlez des artisans, quand vous parlez de la CAPEB. En revanche, je peux parler de la formation des architectes. On a une obligation de formation, ne serait-ce que pour garder le titre, mais pas que, mais justement une obligation de formation de 20 heures par an.
donc obligatoire, ce qui nous permet effectivement d'être toujours de se former et d'être toujours au fait, je veux dire, des nouvelles, des nouveaux savoir-faire. Ensuite, quand on fait un projet ou quand on est architecte et que l'on fait un projet, c'est aussi une manière de faire monter en compétence sur certains de nos projets les entreprises locales et les artisans locaux. Je prends l'exemple, je me suis déplacée à La Réunion sur le siège du Conseil de l'Ordre de La Réunion. Eux, ils ont une très grosse problématique, c'est l'apport de matériaux. Je veux dire, ils ont donc acheté une case et qu'ils ont réhabilité. Ils l'ont réhabilité uniquement avec du réemploi. Et c'est un travail exceptionnel, mais qui du coup a permis aussi à la fois aux architectes eux-mêmes de monter en compétences, parce que ce sont eux qui sont allés chercher les matériaux de réemploi, mais aux entreprises avec lesquelles ils ont travaillé étroitement, parce que ça se fait dans ce travail comme ça de collaboratif vraiment, de monter également en compétences. Et je crois que c'est en multipliant ce genre d'opérations, que ce soit pour les matériaux de réemploi comme les matériaux biosourcés, c'est en multipliant ce genre d'opérations qu'on arrivera à faire monter en compétences les entreprises et les architectes. En se formant, il faut qu'on se forme régulièrement et qu'on monte nous aussi en compétences.